Le vent d'automne soufflait sans pitié, faisant tourbillonner les feuilles dorées le long des allées sinueuses du jardin du Luxembourg. Jean-Luc Dubois ajusta le col de son manteau en cachemire, ses pas résonnant sur le béton froid. Sa montre de luxe indiquait 17h43, lui rappelant qu'une autre journée était sur le point de se terminer, exactement comme toutes les autres. Le cri d'un enfant déchira l'air, faisant s'arrêter brusquement Jean-Luc. Ses yeux balayèrent le parc presque vide, jusqu'à ce qu'il se pose sur deux petites silhouettes, près d'un banc usé. Intrigué, il s'approcha. Deux filles identiques, pas plus de 4 ans, se tenaient là. Leurs robes, autrefois colorées, étaient maintenant délavées et sales, contrastant douloureusement avec le paysage automnal. L'une d'elles serrait contre sa poitrine un morceau de papier froissé comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « S'il vous plaît, monsieur, » dit l'une des jumelles d'une voix fine et tremblante, brisant le silence, « achetez notre dessin. » L'autre enchaîna, ses grands yeux suppliants fixés sur Jean-Luc. « Nous mourrons de faim. » Jean-Luc se figea. Son reflet dans les yeux de la fillette le prit au dépourvu. Un homme grand, bien habillé, manifestement riche, aussi éloigné de la réalité de ses enfants qu'on pouvait l'être. Instinctivement, sa main se porta à sa poche, ses doigts effleurant les billets de 100 € qu'il ne remarquait habituellement guère. « Êtes-vous seuls ici ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les arrêter. Les jumelles échangèrent un regard rapide, une communication silencieuse que Jean-Luc ne put déchiffrer. Celle qui tenait le dessin s'avança, tendant le papier de ses mains tremblantes. « C'est 1 €, murmura-t-elle, les yeux baissés. « Mais si vous voulez donner plus… » Sa voix se brisa, et Jean-Luc sentit quelque chose se tordre en lui. Il s'agenouilla à leur niveau, ignorant la saleté qui tacherait son pantalon de créateur. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement, essayant de garder sa voix stable. « Je m'appelle Camille » dit celle qui tenait le dessin, « et elle, c'est Léa. » Léa, qui semblait plus timide, se cacha partiellement derrière sa sœur, son regard ne quittant jamais le visage de Jean-Luc. Jean-Luc tendit la main pour prendre le dessin, ses doigts effleurant légèrement ceux de Camille. Elle hésita un instant avant de le lâcher, comme si elle abandonnait une partie d'elle-même. Alors qu'il dépliait le papier froissé, Jean-Luc sentit son souffle se couper. Le dessin, réalisé avec des traits enfantins, mais étonnamment vifs, dépeignait une scène qui fit battre son cœur à tout rompre. Une voiture, un arbre, des silhouettes gisant sur le sol. Ses mains se mirent à trembler et il regarda à nouveau les fillettes. Camille et Léa l'observaient attentivement, un mélange d'espoir et de peur dans leurs yeux identiques. Un éclair de mémoire traversa l'esprit de Jean-Luc. Des pneus crissant sur l'asphalte, le bruit assourdissant du métal qui se tord, des cris, puis le silence. Il secoua la tête, essayant de chasser les souvenirs. Il se concentra à nouveau sur les jumelles en face de lui, si fragiles, si familières. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il, sa voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Les filles échangèrent à nouveau un regard, et cette fois, Jean-Luc perçut une lueur de douleur dans leurs yeux. « Ils sont partis, » chuchota Léa, parlant pour la première fois. « Il y a très longtemps. » Jean-Luc eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Il regarda autour de lui le parc, maintenant presque complètement désert, les ombres s'étirant avec le crépuscule imminent. L'idée de laisser ses enfants seuls ici lui retourna l'estomac. « Avez-vous faim » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Camille et Léa hochèrent vigoureusement la tête, leurs yeux s'illuminant d'un espoir prudent. Jean-Luc se leva, son esprit un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Il tendit les mains aux fillettes, surpris de la rapidité avec laquelle elles les saisirent, comme si elles craignaient qu'ils ne disparaissent. « Venez, dit-il, sa voix trahissant une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Je connais un endroit où nous pouvons manger. » Alors qu'il conduisait les jumelles hors du parc, Jean-Luc ne put s'empêcher de sentir que quelque chose de profond et d'irréversible avait changé dans sa vie. Le dessin froissé brûlait dans sa poche, un rappel tangible d'un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Le son des rires d'enfants résonna derrière lui, et Jean-Luc jeta un coup d'œil en arrière. Camille et Léa sautillaient, tenant toujours ses mains, leurs visages illuminés d'une joie
qui contrastait vivement avec leur situation. À cet instant, Jean-Luc Dubois, le jeune millionnaire solitaire, sentit quelque chose s'éveiller en lui, un sentiment de but mêlé à une peur profonde et une culpabilité latente. Alors qu'ils marchèrent vers son restaurant le plus proche, Jean-Luc ne pouvait s'empêcher de se demander qui étaient vraiment ses filles et pourquoi leur dessin dépeignait une scène de son passé qu'il avait tant essayé d'oublier. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre dans le parc. Le doux carillon de la porte retentit, alors que Jean-Luc entrait dans son restaurant, les jumelles s'accrochant toujours à ses mains. Le maître d'hôtel, reconnaissant immédiatement le propriétaire, écarquilla les yeux à la vue des enfants déguenillés. « Monsieur Dubois, Jean-Luc le coupa d'un signe de tête. « Une table privée, Robert. Et apportez quelque chose de léger pour les filles, peut-être de la soupe. » Alors qu'ils étaient conduits vers un espace privé, Jean-Luc sentit les regards curieux des quelques clients présents. Camille et Léa, de leur côté, regardaient autour d'elles, avec émerveillement, le décor luxueux, leurs grands yeux reflétant la douce lueur des chandeliers. Une fois assis, Jean-Luc eut enfin l'occasion d'examiner le dessin que les jumelles lui avaient donné. D'une main tremblante, il déplia le papier froissé. Le monde autour de lui sembla disparaître. Le dessin, fait de lignes enfantines mais étonnamment détaillées, montrait une scène qui glaça le sang de Jean-Luc. Une voiture noire, identique à son ancienne Audi, était retournée près d'un grand arbre. À côté, une voiture rouge était écrasée contre un poteau. Des silhouettes humaines gisaient éparpillées sur le sol, certaines clairement adultes, d'autres plus petites, des enfants. Jean-Luc sentit la nausée monter. Sa vision s'assombrit sur les bords, et pendant un instant, il crut qu'il allait vraiment s'évanouir. « Monsieur, ça va ?» La voix de Camille le ramena à la réalité. Les jumelles le regardaient avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Oui, Jean-Luc déglutit difficilement, essayant de se ressaisir. « Ce dessin, où avez-vous vu ça ?» Léa, la plus silencieuse des deux, chuchota. « Nous en rêvons. Chaque nuit. » Un frisson parcourut l'échine de Jean-Luc. Il ferma les yeux, et soudain, il était de retour à cette nuit fatidique. C'était une nuit d'automne, un peu comme celle-ci. Jean-Luc conduisait son Audi A8 à travers Paris, la musique à fond, une bouteille de whisky à moitié vide sur le siège passager. Il célébrait la conclusion d'une grosse affaire, se sentant invincible. C'est là que c'est arrivé. Une voiture rouge est apparue soudainement à une intersection. Jean-Luc, les réflexes émoussés par l'alcool, a fait une embardée brusque pour éviter la collision. Sa voiture s'est retournée, a roulé plusieurs fois avant de s'écraser contre un arbre. L'autre véhicule, essayant de dévier, a percuté un poteau. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jean-Luc, miraculeusement conscient, est sorti en rampant de l'épave. Il a vu des silhouettes immobiles éparpillées sur l'asphalte. Un homme, une femme, des enfants. La panique l'a envahi. Les sirènes hurlaient au loin. Sans réfléchir, Jean-Luc a fui, laissant derrière lui la scène de l'accident qui le hanterait pendant des années. « Monsieur, votre soupe refroidit. » Jean-Luc ouvrit brusquement les yeux, revenant au présent. Camille et Léa mangeaient déjà, leurs petits visages illuminés par le soulagement d'un repas chaud. Il les regarda, ressentant un mélange toxique d'émotions. Culpabilité, peur, confusion. Ces filles, pouvaient-elles vraiment être des survivantes de cet accident? L'accident qu'il avait provoqué et fui lâchement? Camille, Léa, commença-t-il, la voix tremblante. Vous souvenez-vous de vos parents? Les jumelles arrêtèrent de manger, échangeant des regards. Ce fut Léa qui répondit. Pas beaucoup, mais nous nous souvenons de la nuit où ils sont partis. Il y avait beaucoup de lumière et de bruit. Puis le silence. Jean-Luc se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il n'y avait plus de doute. C'étaient les enfants qu'il croyait avoir tués cette nuit terrible. Son premier instinct fut de fuir à nouveau, se lever, sortir du restaurant, disparaître. C'était ce qu'il faisait de mieux, après tout. Fuir ses responsabilités, son passé. Mais alors, Camille lui sourit. Un sourire innocent et reconnaissant. «
« Merci pour la nourriture, monsieur. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon. » Ce sourire le frappa comme un éclair. Jean-Luc sentit quelque chose se briser en lui. Des années de culpabilité refoulée, de cauchemars étouffés par le travail et l'argent, tout remonta à la surface. Il regarda les jumelles, les voyant vraiment pour la première fois. Elles n'étaient pas seulement des survivantes d'un accident, elles étaient des enfants. Des enfants qui, à cause de lui, avaient tout perdu. Et maintenant, par un coup du sort, elles étaient assises devant lui faisant confiance pour quelque chose d'aussi simple qu'un repas. La bataille intérieure de Jean-Luc atteignit son paroxysme. Une partie de lui criait encore de fuir, de se protéger. Mais une autre partie, une partie qu'il pensait avoir écrasée depuis longtemps, le suppliait de faire ce qui était juste. « Les filles, dit-il, la voix plus ferme maintenant, où logez-vous » Camille et Léa échangèrent encore un de ces regards, cette communication silencieuse que Jean-Luc commençait à reconnaître. « Nulle part, » répondit finalement Camille. « Nous nous sommes enfuis. »« Nous nous sommes enfuis du foyer d'accueil », ajouta Léa, sa voix presque inaudible. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Un foyer d'accueil. À cause de lui, ses filles avaient grandi sans parents, sans foyer. À cet instant, Jean-Luc Dubois prit une décision qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Il ne fuirait pas. Pas cette fois. « Voudriez-vous… » Il hésita, croyant à peine ce qu'il s'apprêtait à suggérer. « Voudriez-vous rester avec moi ce soir ? J'ai un grand appartement avec beaucoup de chambres. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent dans un mélange de surprise et d'espoir. « Vraiment ?» demanda Camille, sa voix tremblante d'émotion. Jean-Luc hocha la tête, sentant un étrange sentiment de paix l'envahir. « Vraiment. Et demain, nous pourrons parler de l'avenir. » Alors que les filles finissaient leur repas, maintenant avec un enthousiasme renouvelé, Jean-Luc prit son téléphone. Ses doigts planèrent sur les touches un instant avant de composer. « Allô, Amélie ? C'est Jean-Luc Dubois. J'ai besoin de ton aide. C'est à propos de 2 enfants. » Raccrochant, Jean-Luc regarda à nouveau Camille et Léa. Le dessin froissé était toujours sur la table, un rappel vivant de son passé. Mais maintenant, en regardant les visages souriants des jumelles, Jean-Luc vit autre chose. Il vit une chance de rédemption. La route à venir serait difficile, pleine de défis juridiques et émotionnels. Mais pour la première fois depuis des années, Jean-Luc sentit qu'il faisait ce qui était juste. Et cela, réalisa-t-il, valait plus que toute sa fortune. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il aux filles, leur tendant les mains. Camille et Léa sourirent, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Et d'une certaine manière, peut-être que c'était exactement ce que Jean-Luc était devenu pour elles. Une bouée de sauvetage, une seconde chance, pour eux tous. Le silence qui suivit le repas était presque palpable. Jean-Luc, assis à la table du restaurant avec Camille et Léa, sentait le poids de chaque seconde qui passait. Les jumelles, maintenant le ventre plein, semblaient plus détendues, mais leurs yeux portaient encore une ombre d'inquiétude. Jean-Luc se racla la gorge, essayant de trouver les bons mots. « Les filles, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, où sont vos parents ?» La question resta en suspens dans l'air un instant, lourde et chargée de sous-entendus. Camille et Léa échangèrent des regards, cette conversation silencieuse que Jean-Luc ne pouvait déchiffrer. Ce fut Léa qui répondit finalement, sa voix à peine un murmure. « Ils sont partis, la nuit des lumières et du bruit. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. La nuit de l'accident, la nuit qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Camille ajouta, les yeux fixés sur la nappe. « Après ça, on est allés au foyer. » Mais… Elle s'arrêta brusquement, regardant sa sœur avec une expression paniquée. Léa serra la main de Camille, comme pour chercher du courage. Jean-Luc se pencha en avant, intrigué. « Mais quoi, Camille ?» C'est alors qu'un son à l'extérieur du restaurant attira l'attention de tout le monde. Un cri, faible mais indubitable, d'un bébé. Les jumelles devinrent pâles. Jean-Luc, confus, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, partiellement cachées derrière un arbuste décoratif, se trouvaient 2 silhouettes.
un garçon d'environ 6 ans tenant un bébé qui pleurait. « Oh mon Dieu !» marmonna Jean-Luc, se tournant vers les jumelles. « Qui sont-ils » Camille et Léa étaient déjà sur leurs pieds, courant vers la porte. Jean-Luc les suivit, le cœur battant la chamade. Alors qu'ils sortaient, le garçon plus âgé les regarda avec un mélange de peur et de défi. « Nous ne retournerons pas là-bas !» cria-t-il, serrant le bébé contre sa poitrine. Jean-Luc leva les mains dans un geste de paix. « C'est bon, » dit-il doucement. « Personne ne va vous forcer à faire quoi que ce soit. Comment vous appelez-vous » Le garçon hésita, cherchant l'approbation des jumelles. Camille hocha la tête pour l'encourager. « Je m'appelle Antoine, » dit-il finalement, « et voici Sophie. » Jean-Luc s'agenouilla, rencontrant le regard d'Antoine. « Bonjour Antoine, je suis Jean-Luc. Vous avez l'air d'avoir faim. Voudriez-vous entrer et manger quelque chose ?» Antoine semblait partagé, son instinct protecteur luttant contre une faim évidente. Ce fut Léa qui s'approcha de lui, lui tendant la main. « C'est bon, Antoine, » dit-elle doucement. « Monsieur Jean-Luc nous a donné à manger. Il est gentil. » Lentement, Antoine laissa Léa le guider à l'intérieur du restaurant, tenant toujours fermement Sophie. De retour à table, maintenant avec des assiettes supplémentaires, apportées par un maître d'hôtel visiblement décontenancé, Jean-Luc regarda les enfants manger. Antoine dévorait son repas d'une main, tout en utilisant l'autre pour nourrir soigneusement Sophie avec de la soupe crémeuse. « Antoine, » commença Jean-Luc, essayant de garder sa voix calme, « vous vous êtes enfui du foyer ?» Le garçon fit une pause, les larmes montant à ses yeux. « On ne pouvait pas rester là-bas, » dit-il, la voix chevrotante. « Ils allaient nous séparer. Envoyer Sophie à l'adoption parce que c'est un bébé. On ne pouvait pas laisser faire ça. » Jean-Luc sentit une vague d'émotion le submerger. Ses enfants, qui avaient déjà tant perdu, étaient prêts à affronter la rue pour rester ensemble. « Depuis combien de temps êtes-vous seul ?» demanda-t-il doucement. « 3 jours, » répondit Camille. « On a dormi dans le parc, en se cachant. » Jean-Luc ferma les yeux un instant, luttant contre la culpabilité qui menaçait de le consumer. Ses enfants étaient dans cette situation à cause de lui, à cause de sa lâcheté cette nuit-là. Son premier instinct fut de prendre le téléphone et d'appeler les services sociaux. C'était la procédure correcte, l'approche légale. Mais quelque chose l'arrêta. La peur dans les yeux d'Antoine, la façon protectrice dont il tenait Sophie, la confiance que Camille et Léa avaient replacée en lui. Jean-Luc se retrouva à un carrefour. Faire ce qui était légalement correct ou suivre ce que son cœur lui disait être moralement juste. La décision vint presque d'elle-même. « Les enfants, » dit-il, sa voix plus stable qu'il ne l'aurait cru, « que diriez-vous de passer la nuit dans mon appartement ? C'est grand, avec beaucoup de chambres, et on pourra voir ce qu'on fait demain. » Les visages des enfants s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et d'espoir. Même Sophie, comme si elle sentait le changement d'atmosphère, laissa échapper un petit gazouillis content. Alors qu'ils finissaient leur repas, Jean-Luc observa l'interaction entre eux. Camille et Léa planaient sur Antoine et Sophie avec une préoccupation presque maternelle, aidant à nettoyer le visage du bébé et offrant les meilleurs morceaux de leur dessert au garçon plus âgé. Antoine, à son tour, maintenait une posture protectrice, ses yeux balayant constamment les environs comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse pour les emmener. La culpabilité de Jean-Luc grandissait à chaque minute qui passait. Ses enfants avaient été forcés de grandir trop vite, d'assumer des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir. Tout cela à cause d'une décision imprudente qu'il avait prise des années auparavant. Maintenant, il faisait un autre choix impulsif, accueillant 4 enfants inconnus, probablement recherchés par les autorités, dans son appartement. C'était de la folie. C'était irresponsable. C'était... La pensée de Jean-Luc fut interrompue par une petite main touchant son bras. C'était Sophie, qu'Antoine avait placée sur ses genoux pour pouvoir finir son dessert. Le bébé regarda Jean-Luc avec de grands yeux curieux, un petit sourire se formant sur ses lèvres. À cet instant, tout doute s'évanouit de l'esprit de Jean-Luc. Il savait qu'il faisait ce qu'il fallait. Peut-être pas la chose légale, mais la bonne chose. « On rentre à la maison, les enfants ?» demanda-t-il doucement,
mais de manière décisive. 4 pères d'yeux se tournèrent vers lui, remplis d'espoir et de confiance. Jean-Luc sentit le poids de cette confiance, mais aussi un sentiment de but qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Alors qu'il guidait les enfants hors du restaurant et vers sa voiture, Jean-Luc savait que sa vie avait changé de manière irréversible. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans le parc s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Jean-Luc Dubois, le millionnaire solitaire, était sur le point de devenir le tuteur impromptu de 4 enfants orphelins. C'était effrayant, imprévisible, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. En aidant Antoine à attacher Sophie à l'arrière, en voyant Camille et Léa se tenir la main et sourire pour la première fois depuis qu'il les avait rencontrés, Jean-Luc sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le chemin à venir serait difficile, semé d'embûches et d'obstacles, mais en regardant ces 4 enfants, Jean-Luc savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger et leur donner le foyer qu'ils méritaient. Alors qu'il traversait les rues de la ville en direction de son appartement, Jean-Luc ne put s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, ce choix impulsif était le premier pas vers sa propre rédemption. Le doux cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine remplissait l'air du restaurant presque vide. Jean-Luc regardait les enfants manger, ses yeux se déplaçant de Camille à Léa, à Antoine, et enfin à la petite Sophie, qui dormait maintenant paisiblement dans les bras de Léa. « Alors, commença Jean-Luc, essayant de garder sa voix décontractée, pouvez-vous m'en dire plus sur la façon dont vous vous êtes retrouvés au foyer ?» Les enfants échangèrent des regards appréhensifs. Ce fut Antoine qui parla finalement, sa voix basse et gardée. « C'était après l'accident. On s'est réveillé à l'hôpital. Les médecins ont dit que nos parents, qu'ils n'avaient pas. » Sa voix vacilla, et Camille lui prit rapidement la main, la serrant de manière réconfortante. Jean-Luc sentit une vague de nausée. Les images de l'accident inondèrent son esprit, vives et implacables. C'était une nuit d'automne, un peu comme celle-ci. Jean-Luc conduisait son Audi A8 à travers Paris, la musique forte pulsant dans les haut-parleurs, une bouteille de whisky à moitié vide sur le siège passager. La conclusion d'une grosse affaire l'avait rendu invincible, intouchable. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte, un éclair de phare. Jean-Luc a brusquement tourné le volant, trop tard. L'impact fut assourdissant. Le métal se tordant, le verre se brisant. Sa voiture s'est retournée, roulant plusieurs fois avant de percuter un arbre. Le silence. Un silence oppressant, seulement brisé par le tintement lointain du métal qui refroidissait. Jean-Luc, miraculeusement conscient, est sorti en rampant de l'épave. Le monde tournait autour de lui, le sang brouillant sa vision. C'est là qu'il les a vus. Des corps éparpillés sur l'asphalte. Un homme, une femme et des enfants. La panique. Une panique pure et écrasante. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Sans réfléchir, consumé par la peur et la culpabilité, Jean-Luc a couru. Il a couru comme il n'avait jamais couru auparavant, laissant derrière lui la scène de l'accident qui le hantrait pendant des années. « Monsieur Jean-Luc, ça va ?» La voix de Léa le ramena au présent. Jean-Luc cligna des yeux, réalisant qu'il avait les larmes aux yeux. « Oui, oui, » marmonna-t-il, se raclant la gorge. « Juste une pensée. » « Continuez, s'il vous plaît. » Camille prit la parole, sa voix douce et lointaine. « Parfois, on fait des rêves de cette nuit-là. On voit des lumières vives, on entend un bruit fort, et puis, le silence. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Quel genre de rêve? « Des voitures, » chuchota Léa. « Une voiture noire et une voiture rouge. Et un grand arbre. » Le sang de Jean-Luc se glaça. Comment ces enfants pouvaient-ils avoir des souvenirs aussi vifs d'une nuit qu'ils auraient dû oublier? Dans le rêve, continua Camille, il y a un homme. Il sort de la voiture noire et nous regarde. Il a l'air si effrayé. Jean-Luc déglutit difficilement, sentant le poids de la culpabilité menacer de l'écraser. Ils l'avaient vu. Ils avaient vu sa lâcheté, son moment de faiblesse. Une partie de lui voulait tout avouer, là, tout de suite. Tomber à genoux et implorer leur pardon. Mais la peur, la même peur qui l'avait fait fuir cette nuit-là, le garda silencieux. « Cet homme, » réussit à dire Jean-Luc, la voix tremblante,
Le reconnaîtriez-vous si vous le revoyiez » Les jumelles échangèrent des regards confus. « On n'est pas sûr, » répondit Léa. Dans le rêve, son visage est flou. Jean-Luc laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Le soulagement et la honte se mêlaient dans sa poitrine. Antoine, qui avait été silencieux, prit soudain la parole. « Pourquoi voulez-vous savoir tout ça ? Allez-vous nous livrer aux autorités ?» La peur dans sa voix était palpable, et Jean-Luc réalisa qu'il devait décider, ici et maintenant. « Non, dit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Je ne vais pas vous livrer. En fait, je pensais... Peut-être que vous pourriez rester avec moi un moment. J'ai un grand appartement, avec des chambres en plus. » Les visages des enfants s'illuminèrent de soulagement et d'espoir. « Vraiment ?» demanda Camille, contenant à peine l'excitation dans sa voix. Jean-Luc hocha la tête, sentant un étrange sentiment de paix remplir sa poitrine. « Vraiment ? On peut y aller maintenant si vous voulez. Vous prendre un bain, trouver des vêtements propres et... »« Et Sophie ?» demanda Antoine, jetant un coup d'œil au bébé endormi. « Elle a besoin de couches et de lait. On s'occupera de ça aussi, promit Jean-Luc, faisant déjà une liste mentale de ce qu'il fallait acheter. On fera un petit arrêt dans un magasin avant de rentrer à la maison. Maison. Le mot lui échappa naturellement, et Jean-Luc réalisa que pour la première fois depuis des années, son luxueux appartement vide allait enfin devenir un foyer. Alors qu'il guidait les enfants hors du restaurant vers sa voiture, Jean-Luc savait qu'il s'aventurait en territoire inconnu. Accueillir 4 enfants orphelins, peut-être recherchés par les autorités, était de la folie. Irresponsable. C'était... Sa pensée fut interrompue lorsque Sophie, toujours dans les bras de Léa, ouvrit les yeux et lui sourit. Un sourire pur, innocent, plein de confiance. À cet instant, Jean-Luc réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ses enfants, qu'il avait indirectement rendus orphelins, dépendaient maintenant de lui. C'était sa chance de rédemption, de faire ce qu'il aurait dû faire des années auparavant. En aidant les enfants à s'installer dans la voiture, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Il protégerait ses enfants de sa vie. Il leur donnerait le foyer, l'amour et la sécurité qu'ils méritaient. Et peut-être, juste peut-être, dans le processus, ils pourraient enfin se pardonner. Avec un dernier regard sur le restaurant, Jean-Luc monta dans la voiture et démarra le moteur. L'avenir était incertain, plein de défis et de dangers potentiels. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc Dubois sentait qu'il faisait ce qui était juste. Le chemin de la rédemption avait commencé. Le bureau de Jean-Luc était baigné dans la faible lueur du matin, les rideaux encore tirés pour bloquer le soleil levant. Il était assis dans son fauteuil en cuir, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur, une tasse de café intacte à côté de lui. « Monsieur Dubois », la voix de sa secrétaire crépita à travers l'interphone. « Monsieur Lefebvre est là pour vous voir. » Jean-Luc prit une profonde inspiration, se préparant. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un homme d'âge moyen en costume modeste, portant une mallette en cuir, entra dans le bureau. C'était Thierry Lefebvre, le détective privé que Jean-Luc avait engagé pour enquêter sur l'accident. « Bonjour, monsieur Dubois », salua Lefebvre, prenant place en face du bureau de Jean-Luc. « J'ai les informations que vous avez demandées. » Jean-Luc hocha la tête, le cœur battant la chamade. « Allez-y !» Lefebvre ouvrit sa mallette, sortant quelques documents. L'accident a eu lieu il y a exactement 5 ans, 3 mois et 12 jours. Une Audi A8 noire est entrée en collision avec une Honda Civic rouge dans Paris. L'Audi s'est retournée, s'écrasant contre un arbre, tandis que la Civic a été projetée contre un poteau. Jean-Luc ferma les yeux un instant, les images de cette nuit inondant son esprit. Dans la Honda, continua Lefebvre, se trouvaient les époux Moreau, tous deux âgés de 32 ans à l'époque, et leurs 4 enfants, Antoine, 1 an, les jumelles Camille et Léa, nouveau-nés, et... Madame Moreau était enceinte de 8 mois. Jean-Luc sentit son estomac se retourner. Il n'avait pas su pour la grossesse. Que leur est-il arrivé ? Réussit-il à demander. Lefebvre hésita. Monsieur Moreau est mort sur le coup. Madame Moreau et les enfants ont été transportés à l'hôpital dans un état critique. Madame Moreau, elle a eu un accouchement prématuré dû au traumatisme.
Le bébé, Sophie, a été mise au monde par césarienne d'urgence. Jean-Luc se couvrit le visage de ses mains, sentant des larmes chaudes couler sur ses joues. « Madame Moreau a survécu pendant 3 jours, poursuivit Lefebvre, la voix plus douce maintenant. Elle n'a jamais repris connaissance. Les enfants, miraculeusement, ont survécu avec des blessures moins graves. Et le conducteur de l'Audi, demanda Jean-Luc, la voix tremblante, a disparu de la scène, n'a jamais été retrouvé, ni identifié. Jean-Luc hocha lentement la tête, le poids de sa culpabilité presque insupportable. « Merci, monsieur Lefebvre, dit-il enfin. Vous avez fait un excellent travail. » Après le départ du détective, Jean-Luc resta immobile dans son fauteuil pendant de longues minutes, absorbant tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il prit son téléphone. « Alice, s'il vous plaît, contactez Amélie Leroy. Dites-lui que je dois la voir immédiatement. » 2 heures plus tard, Amélie Leroy entra dans le bureau de Jean-Luc. Elle avait la quarantaine, avec des yeux vifs et une allure à la fois autoritaire et empathique. « Monsieur Dubois, le salua-t-elle, votre secrétaire a dit que c'était urgent. » Jean-Luc lui fit signe de s'asseoir. « Amélie, j'ai besoin de votre aide. C'est à propos des enfants. » Amélie se pencha en avant, intéressée. Au cours des derniers jours, depuis que Jean-Luc l'avait engagée pour l'aider avec les enfants, elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans sa dynamique avec eux. Qu'y a-t-il à leur sujet? Jean-Luc hésita, choisissant ses mots avec soin. « J'ai découvert plus de choses sur leur passé, sur l'accident qui a tué leurs parents. » Amélie fronça les sourcils. « Un accident? Vous n'avez jamais mentionné d'accident auparavant. »« Je sais, soupira Jean-Luc. C'est compliqué, mais j'ai besoin de votre aide pour m'assurer que les enfants puissent rester avec moi, légalement. » Amélie l'étudia un long moment. « Jean-Luc, il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Quel est votre lien réel avec ces enfants ?» Jean-Luc sentit le poids de son regard. Il savait qu'il devait révéler quelque chose, mais il ne pouvait pas tout lui dire. « Pas encore. »« J'étais là, dit-il finalement, la nuit de l'accident. Je l'ai vu arriver. Mais je n'ai rien pu faire pour aider. J'ai fui, Amélie. J'ai fui parce que j'avais peur et que j'étais confus. Et je porte cette culpabilité depuis 5 ans. » Amélie se renversa dans son fauteuil, digérant l'information. « Et maintenant, vous voulez vous racheter en prenant soin d'eux. » Jean-Luc hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Jean-Luc, dit doucement Amélie, ce que vous faites est noble, mais c'est aussi extrêmement compliqué. Légalement, moralement. Il y a beaucoup de questions à considérer. »« Je sais, répondit Jean-Luc, mais je ne peux pas les abandonner à nouveau. Je ne peux pas. » Amélie le regarda un long moment, son regard fouillant le sien, comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, elle soupira. « D'accord, je vais vous aider. Mais Jean-Luc, vous devez être complètement honnête avec moi. Toute surprise pourrait tout compromettre. » Jean-Luc déglutit, sentant le poids de son secret. « Je comprends. Merci, Amélie. » Après le départ d'Amélie, Jean-Luc se retrouva confronté à une nouvelle réalité. Il marchait sur une ligne fine entre la rédemption et le désastre. Un faux pas, et tout pourrait s'effondrer. Mais en jetant un coup d'œil à la photo des enfants sur son téléphone, un selfie impromptu que Camille avait pris la veille, Jean-Luc sut qu'il n'avait pas le choix. Il ferait tout ce qu'il fallait pour les protéger et leur donner le foyer qu'ils méritaient, même si cela signifiait affronter son passé et les conséquences de ses actes. Avec un profond soupir, Jean-Luc se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville pulsait de vie, inconsciente du drame qui se déroulait à l'intérieur de ce bureau. Mais pour Jean-Luc Dubois, le monde avait changé de manière irréversible. La recherche de réponses ne faisait que commencer, et il savait que la route à venir serait remplie de défis. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Jean-Luc sentait qu'il faisait ce qui était juste. Et cela, réalisa-t-il, valait plus que tout l'argent et le pouvoir qu'il avait accumulé au fil des ans. Avec un dernier regard sur la photo des enfants, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Il les protégerait, peu importe le coût. Il était temps d'affronter le passé et de construire un avenir meilleur, pour eux tous. Le son des rires d'enfants résonnait dans l'appartement de Jean-Luc, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques semaines d'à peine. Debout à l'entrée du salon, Jean-Luc regardait Camille et Léa, excités,
jouer avec une maison de poupées qu'il avait achetée la veille. « Monsieur Jean-Luc !» s'écria Camille, remarquant sa présence. « Venez voir la maison qu'on a faite pour les poupées. » Jean-Luc sourit, s'approchant et s'agenouillant à côté des jumelles. « Waouh, vous avez fait un travail incroyable. C'est la cuisine ?» Léa hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, et regardez, on a un frigo, comme le vôtre. » Jean-Luc sentit une vague d'affection l'inonder. C'était surprenant de voir à quel point ses enfants étaient rapidement devenus si importants pour lui. Chaque sourire, chaque petite réussite illuminait le vide qu'il portait depuis des années. Un léger cri provenant de la chambre interrompit ses pensées. « On dirait que Sophie est réveillée, » dit-il en se levant. « Je vais voir. » Dans la chambre, il trouva Sophie qui s'agitait dans son berceau. Soigneusement, il la souleva dans ses bras, une fois de plus étonné de la naturalité du geste. « Hé, petite !» murmura-t-il en la berçant doucement. « C'est bon, je suis là. » Alors qu'il changeait la couche de Sophie avec une habileté qui choquerait ses associés, Jean-Luc réfléchit à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Autrefois un homme d'affaires froid et calculateur, il se retrouvait maintenant à apprendre à apaiser un bébé et à déchiffrer ses différents pleurs. Avec Sophie propre et nourrie, Jean-Luc retourna dans le salon, où il trouva Antoine, assis à table, entouré de livres et de papiers. « Salut, champion !» appela Jean-Luc en s'approchant. « Les devoirs ?» Antoine hocha la tête, un pli de frustration sur le front. « Les maths. C'est difficile. » Jean-Luc plaça doucement Sophie dans un parc et s'assit à côté d'Antoine. « Je peux jeter un œil ?» Au cours des 30 minutes suivantes, Jean-Luc guida patiemment Antoine à travers les problèmes de mathématiques, expliquant les concepts et offrant des encouragements. Quand Antoine résolut enfin un problème particulièrement difficile tout seul, son visage s'illumina de fierté. « J'ai réussi, monsieur Jean-Luc, j'ai réussi. » Jean-Luc sourit, ressentant une fierté rivalisante avec n'importe quelle affaire réussie qu'il ait jamais conclue. « Je savais que tu pouvais le faire, Antoine. Tu es vraiment intelligent. » À ce moment, la sonnette retentit. C'était Amélie Leroy, qui arrivait pour sa visite de contrôle hebdomadaire. « Bonjour Jean-Luc », salua-t-elle en entrant dans l'appartement. Son regard balaya la scène, les jumelles jouant paisiblement, Antoine faisant ses devoirs, Sophie babillant joyeusement dans son parc, et Jean-Luc au centre de tout cela, l'air parfaitement à l'aise. Amélie l'accueillit Jean-Luc avec un sourire. « Les enfants viennent de goûter. Un café ?» Pendant que Jean-Luc préparait le café dans la cuisine, Amélie l'observa interagir avec les enfants. C'était une transformation remarquable. L'homme froid et distant qu'elle avait rencontré des semaines auparavant était devenu une figure paternelle, attentionnée et attentive. « Jean-Luc, » dit-elle doucement quand il lui tendit le café, « je dois dire que je suis impressionné. Tu t'es vraiment adapté à tout ça. » Jean-Luc regarda les enfants, un léger sourire sur son visage. « Ils sont incroyables, Amélie. Je n'ai jamais su que je pouvais ressentir ça. » Amélie hocha la tête, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Jean-Luc, nous devons parler de la procédure d'adoption. Les choses se compliquent. » Le sourire de Jean-Luc s'effaça. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Le centre d'accueil d'où les enfants se sont enfuis pose des questions. Ils veulent savoir comment tu les as trouvés, pourquoi tu ne les as pas ramenés immédiatement. Ils suggèrent une enquête plus approfondie. » Jean-Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que pouvons-nous faire ?» Amélie soupira. « Pour l'instant, je garde les choses sous contrôle. Mais Jean-Luc, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, quoi que ce soit sur ton lien avec ces enfants, j'ai besoin de le savoir maintenant. » Jean-Luc jeta un coup d'œil aux enfants, le cœur tordu. La peur de les perdre était presque paralysante. Mais la peur que la vérité éclate et détruise tout ce qu'ils avaient construit était tout aussi terrifiante. « Il n'y a rien d'autre, Amélie, » mentit-il, se détestant pour cela. « Je le jure. » Amélie l'étudia un long moment avant de hocher lentement la tête. « D'accord, nous continuerons à travailler sur la procédure. Mais Jean-Luc, sois prêt. La route à venir ne sera pas facile. » Après le départ d'Amélie, Jean-Luc décida d'emmener les enfants au parc. Tandis que Camille et Léa couraient vers les balançoires
et que Sophie somnolait paisiblement dans la poussette, Jean-Luc et Antoine restèrent en retrait avec un ballon de football entre eux. « Tu veux taper dans le ballon, Antoine » demanda Jean-Luc en souriant au garçon. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. « Oui, s'il vous plaît. » Ils jouèrent, se passant le ballon, et Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer qu'il se trouvait au même endroit où il avait rencontré les jumelles pour la première fois. L'ironie ne lui échappa pas. « Oui. Monsieur Jean-Luc, dit soudain Antoine, tenant le ballon, allez-vous vraiment nous adopter ?» La question prit Jean-Luc au dépourvu. Il s'agenouilla, rencontrant le regard d'Antoine. « C'est ce que je veux le plus, Antoine. Vous êtes tous devenus très importants pour moi. » Antoine le fixa avec des yeux sérieux. « On t'aime beaucoup aussi. On a juste peur que quelque chose tourne mal. C'est toujours le cas. » Jean-Luc sentit son cœur se briser. Il serra Antoine dans ses bras, retenant ses larmes. « Je te le promets, Antoine. Je ferai tout ce que je peux pour vous garder en sécurité et ensemble. Tout. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Jean-Luc se tenait dans le couloir, regardant les chambres silencieuses. L'amour qu'il ressentait pour ses 4 enfants était écrasant, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Mais avec cet amour venait une peur tout aussi puissante, la peur que son passé, sa culpabilité, puissent tout détruire. La peur qu'en essayant de les protéger, ils finissent par leur faire plus de mal. Jean-Luc s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Il savait qu'il marchait sur une ligne fine. Chaque jour qui passait, chaque lien qui se renforçait, rendait la vérité plus difficile à révéler. Mais en regardant les visages endormis de Camille, Léa, Antoine et Sophie, Jean-Luc sut qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Ses enfants étaient maintenant sa famille, sa rédemption, sa chance de faire quelque chose de vraiment bien dans le monde. Une détermination renouvelée l'envahit. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger ses enfants et leur donner le foyer et l'amour qu'ils méritaient, même si cela signifiait enterrer son passé encore plus profondément. La route à venir serait difficile, pleine d'obstacles et de dangers, mais pour la première fois de sa vie, Jean-Luc Dubois était prêt à se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. Il se battrait pour sa famille. Le soleil d'automne baignait le jardin du Luxembourg d'une lumière dorée, créant une scène presque idyllique. Jean-Luc poussait la poussette de Sophie, tandis que Camille et Léa jouaient joyeusement sur l'aire de jeu. Antoine, quant à lui, était assis sur un banc voisin, absorbé par un livre que Jean-Luc lui avait récemment offert. À ce moment de tranquillité apparente, Jean-Luc vit une silhouette familière marcher vers lui. Son cœur se mit à battre la chamade en reconnaissant Chloé Garcia, son ancienne assistante de direction. « Jean-Luc Dubois !» appela Chloé, un sourire froid sur son visage. « Quelle surprise de te trouver ici !» Jean-Luc essaya de garder son calme, mais il pouvait sentir une sueur froide se former sur son front. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de Chloé se posèrent sur les enfants, un éclair de reconnaissance soudaine traversant ses traits. Ces enfants, je les reconnais. Ils étaient aux informations il y a quelques années. Un terrible accident de voiture, si je me souviens bien. Jean-Luc sentit son estomac se nouer. « Chloé, je peux expliquer… »« Expliquer quoi, Jean-Luc » l'interrompit Chloé, sa voix maintenant teintée d'accusation. « Expliquer comment tu es soudainement devenu le tuteur des enfants dont les parents sont morts dans un accident que tu as causé. » Entendre la vérité énoncée si crûment fit chanceler Jean-Luc. « Comment sais-tu ça » Chloé rit sans joie. « Tu pensais vraiment que personne n'avait remarqué ton comportement étrange après cette nuit ? Les cauchemars, la culpabilité dans tes yeux. Il n'était pas difficile de rassembler les pièces du puzzle. » Jean-Luc jeta un regard nerveux vers les enfants, reconnaissant qu'ils étaient assez loin pour ne pas entendre. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» Le sourire de Chloé s'élargit. Prédateur. « Je veux mon travail. Avec une augmentation substantielle, bien sûr, à moins que tu ne préfères que je partage cette histoire intéressante avec les autorités. » La panique menaça de submerger Jean-Luc, mais il se força à rester calme. « Nous devons parler de ça ailleurs, pas devant les enfants. » Chloé hocha la tête, triomphante. « Bien sûr. Ton bureau, demain à 9h. Ne sois pas en retard. »
Alors que Chloé s'éloignait, Jean-Luc eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'il avait construit au cours des derniers mois était sur le point de s'effondrer. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Jean-Luc passa un appel qu'il n'aurait jamais imaginé passer. « Amélie, je dois te voir. C'est urgent. » 1 heure plus tard, Amélie Leroy était assise dans son salon, son visage un masque de choc et d'incrédulité, alors que Jean-Luc, la voix tremblante, confessait toute la vérité sur l'accident. « Mon Dieu, Jean-Luc, chuchota Amélie quand il eut terminé. Tu as fui la scène d'un accident qui a tué les parents de ses enfants. » Jean-Luc hocha la tête misérablement, incapable de la regarder dans les yeux. « J'étais ivre, Amélie. J'ai paniqué. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais... » « Il n'y a pas d'excuse, » le coupa Amélie, la voix dure. « Jean-Luc, réalises-tu la gravité de ce que tu as fait? Pas seulement cette nuit-là, mais en me cachant ça, en le cachant aux autorités. »« Je sais, » répondit Jean-Luc, la voix brisée. « Crois-moi, je vis avec cette culpabilité tous les jours. Mais ces enfants, Amélie, ils sont devenus ma vie. Je ne peux pas les perdre. » Amélie se leva, arpentant la pièce, luttant clairement avec un conflit interne. En tant que travailleuse sociale, je suis tenue de signaler cela. Ces enfants, ils ont le droit de savoir la vérité sur ce qui est arrivé à leurs parents. Jean-Luc sentit le désespoir monter en lui. « S'il te plaît, Amélie, ils ont déjà tant souffert. Si la vérité éclate maintenant, et si la vérité éclate plus tard, rétorqua Amélie, quand ils seront encore plus attachés à toi? As-tu pensé aux dégâts que cela causerait? » Jean-Luc enfouit son visage dans ses mains, sentant le poids de ses actions l'écraser. « Que dois-je faire, Amélie? Dis-moi ce que je dois faire. » Amélie l'étudia un long moment, son expression s'adoucissant légèrement. « Jean-Luc, ce que tu as fait était terrible, mais ce que tu fais maintenant, pour ces enfants, c'est admirable. Je vois à quel point tu les aimes, à quel point ils ont besoin de toi. » Elle soupira lourdement avant de continuer. « Je ne vais pas te dénoncer. Pas encore. Mais Jean-Luc, tu dois leur dire la vérité. Pas maintenant, pas d'un coup. Mais finalement, ils méritent de savoir. » Jean-Luc sentit une vague de soulagement mêlée à un nouveau genre de peur. « Et s'ils me détestent, s'ils veulent me quitter? C'est le risque que tu devras prendre, dit doucement Amélie. C'est le prix de la rédemption. » Après le départ d'Amélie, Jean-Luc resta éveillé toute la nuit, son esprit un maelstrom de pensées et d'émotions. L'idée de perdre les enfants était insupportable. Il se surprit à envisager des options désespérées, fuir avec eux, commencer une nouvelle vie quelque part loin. Mais à l'aube, apportant les sons familiers des enfants qui se réveillaient, Jean-Luc sut qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas arracher les enfants à tout ce qu'il connaissait, les forçant à une vie de fuite. Avec un lourd soupir, Jean-Luc se leva pour commencer une autre journée. Il affronterait Chloé, ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger son secret pour le moment. Mais il savait qu'Amélie avait raison. Finalement, la vérité devrait éclater. En préparant le petit déjeuner, entendant les rires des enfants résonner dans l'appartement, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qu'il pouvait pour être le père que ses enfants méritaient. Et quand le moment viendrait de leur dire la vérité, il prierait pour que l'amour qu'ils avaient construit soit assez fort pour résister même à cette terrible révélation. L'odeur des crêpes emplit la cuisine, et bientôt, Camille et Léa arrivèrent en courant, suivis par Antoine, portant une Sophie tout juste réveillée. « Bonjour les enfants », sourit Jean-Luc, son cœur se réchauffant à leur vue. « Bonjour, papa », répondirent les jumelles à l'unisson, et Jean-Luc sentit les larmes lui piquer les yeux. À cet instant, regardant sa famille de fortune se rassembler autour de la table, Jean-Luc sut que peu importe ce que l'avenir lui réservait, il se battrait de toutes ses forces pour conserver ce bonheur. Le passé rattrapait peut-être le présent, mais Jean-Luc Dubois était déterminé à construire un avenir meilleur pour lui-même et, plus important encore, pour les 4 enfants qui avaient capturé son cœur. Amélie Leroy était assise dans son bureau, la lumière du soleil matinal filtrant à travers les stores, créant des motifs sur le dossier ouvert devant elle. Les mots « accidents moraux » sautaient aux yeux, un rappel constant du dilemme éthique auquel elle était maintenant confrontée. La confession de Jean-Luc de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit.
En tant que travailleuse sociale, son devoir était clair, signaler Jean-Luc aux autorités et s'assurer que les enfants soient placés dans un environnement sûr. Mais en tant qu'être humain, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Avec un soupir, Amélie alluma son ordinateur. Si elle devait prendre une décision, elle avait besoin de tous les faits. Ses compétences d'enquêtrice, affinées par des années de travail sur des cas sociaux complexes, seraient maintenant concentrées sur Jean-Luc Dubois. Les heures passèrent, tandis qu'Amélie se plongeait dans le passé de Jean-Luc. Dossiers financiers, articles de journaux, témoignages d'employés. Chaque pièce du puzzle révélait un peu plus sur l'homme derrière le millionnaire. C'est en milieu d'après-midi qu'Amélie fit une découverte surprenante. Cachée parmi les transactions de l'entreprise se trouvait une série de dons substantiels à diverses œuvres de charité pour enfants. Tous anonymes. Tous commençant quelques mois seulement après l'accident. « Intéressant », murmura Amélie, notant les détails. Les dons n'absolvaient pas Jean-Luc de ses actes, mais ils indiquaient un niveau de remords et un désir de réparation qu'elle n'avait pas anticipé. Déterminée à obtenir une perspective personnelle, Amélie commença à contacter les anciens employés de Jean-Luc. Les conversations qui suivirent peignirent un tableau intrigant. Jean-Luc ? C'était un patron dur, sans aucun doute, dit une ancienne secrétaire. Mais après cet accident, quelque chose a changé en lui. Il est devenu plus silencieux, plus humain, vous savez. Un chef de projet fit écho à des sentiments similaires. Il y a eu un changement net dans son approche. Avant, tout était question de profit. Après, il a commencé à se soucier davantage de notre impact. Il a lancé des programmes de responsabilité sociale, amélioré les avantages sociaux des employés. À chaque témoignage, Amélie sentait sa conviction initiale vaciller. Le Jean-Luc Dubois qui émergeait de ces histoires n'était pas le monstre froid et calculateur qu'elle avait initialement imaginé après sa confession. C'était un homme profondément marqué par ses erreurs, luttant discrètement pour se racheter. Alors que la soirée tombait, Amélie se retrouva dans une impasse morale. D'un côté, la loi était claire, Jean-Luc avait commis un crime grave en fuyant la scène de l'accident. De l'autre, il était évident qu'il avait passé les dernières années à essayer, d'une certaine manière, de réparer ses torts. Et puis, il y avait les enfants. Amélie ferma les yeux, se remémorant ses visites à l'appartement de Jean-Luc. La transformation dont elle avait été témoin en lui était remarquable. D'un homme d'affaires froid et distant, Jean-Luc était devenu une figure paternelle, aimante et dévouée. « Qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants ?» se chuchota-t-elle. La question qui guidait toute sa carrière, maintenant plus pertinente que jamais. Arrachant les enfants à Jean-Luc maintenant, après tout ce qu'ils avaient de traversé, semblait cruel. Ils avaient enfin la stabilité, l'amour, un foyer. Mais leur permettre de rester avec l'homme qui était techniquement responsable de la mort de leurs parents, l'éthique de cela la tourmentait. Amélie se leva, se dirigeant vers la fenêtre du bureau. Dehors, la ville continuait sa routine nocturne, inconsciente du drame qui se déroulait entre ses murs. Puis, une idée prit forme dans son esprit. Une solution qui, bien qu'imparfaite, pourrait offrir une voie à suivre. Avec une détermination renouvelée, Amélie prit son téléphone et composa le numéro de Jean-Luc. « Jean-Luc, pouvons-nous nous voir demain matin ? J'ai une proposition à te faire. » Le lendemain matin, Jean-Luc arriva au bureau d'Amélie, l'inquiétude gravée sur ses traits et des cernes sous les yeux dus aux nuits blanches. « Amélie, » la salua-t-il, la tension évidente dans sa voix. « As-tu pris une décision ?» Amélie lui fit signe de s'asseoir. « Jean-Luc, j'ai passé les dernières 24 heures à enquêter sur ton passé, à parler à des gens qui te connaissaient avant et après l'accident. » Jean-Luc déglutit, clairement nerveux de ce qu'elle aurait pu découvrir. « Ce que j'ai trouvé, » continua Amélie, « c'est un homme profondément rempli de remords, qui a fait des efforts considérables pour réparer ses actions, même anonymement. » Jean-Luc cligna des yeux, surpris. « Tu sais pour les dons ?» Amélie hocha la tête. « Je sais. Et je sais pour les changements dans ton entreprise, les programmes sociaux que tu as mis en place. Jean-Luc, ce que tu as fait cette nuit-là était terrible, peut-être même impardonnable. Mais ce que tu as fait depuis
montre un désir sincère de changement et de rédemption. Jean-Luc baissa la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Je voulais faire plus. Je voulais remonter le temps et... Mais nous ne pouvons pas remonter le temps, l'interrompit doucement Amélie. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant, et c'est pourquoi je suis ici. Pour t'offrir une chance, Jean-Luc, une chance de faire ce qui est juste pour les enfants, et pour toi-même. Jean-Luc leva les yeux, un mélange d'espoir et de peur brillant en eux. « Que proposes-tu » Amélie se pencha en avant, son expression sérieuse. « Voici le plan. Nous avançons avec la procédure d'adoption. J'utiliserai mon influence pour accélérer les choses, naviguer dans la bureaucratie. En retour, tu feras 2 choses. » Elle leva un doigt. « Premièrement, tu te rendras aux autorités. Pas maintenant, pas immédiatement. Mais quand les enfants seront plus âgés et capables de mieux comprendre la situation, tu avoueras ton crime et tu feras face aux conséquences légales. » Jean-Luc hocha lentement la tête, la peur évidente dans ses yeux, mais aussi une résolution croissante. Amélie leva un 2e doigt. « Deuxièmement, tu diras la vérité aux enfants. Pas tout d'un coup, pas maintenant, mais progressivement, à mesure qu'ils grandiront. Ils méritent de savoir ce qui est arrivé à leurs parents. Et à propos de toi. » Jean-Luc ferma les yeux, absorbant le poids de ces conditions. Quand il les rouvrit, une détermination féroce brûlait dans son regard. « Je le ferai. Pour eux, je ferai n'importe quoi. » Amélie offrit un léger sourire, sentant qu'elle avait pris la bonne décision. « Ce ne sera pas facile, Jean-Luc. La route à venir est pleine de défis. Mais si tu aimes vraiment ces enfants, si tu es vraiment engagé à être le père qu'ils méritent, alors je crois que c'est la meilleure chance pour vous tous. » Jean-Luc tendit la main, serrant celle d'Amélie en signe de gratitude. « Merci, Amélie. Je promets que je ne te décevrai pas. Ni les enfants. » Alors que Jean-Luc quittait son bureau, Amélie sentit un poids se lever de ses épaules. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne fine entre le bien et le mal, mais au fond d'elle, elle sentait que c'était la bonne chose à faire. L'avenir était incertain, rempli d'embûches potentielles, mais Amélie Leroy était déterminée à mener cette histoire à son terme, s'assurant que ses 4 enfants innocents aient la meilleure chance possible d'un avenir heureux et stable. Et peut-être, juste peut-être, à travers tout cela, Jean-Luc Dubois trouverait la rédemption qu'il cherchait si désespérément. Le bureau du tribunal de la famille était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation et du bruissement occasionnel des papiers. Jean-Luc Dubois était assis, raide sur sa chaise, les mains jointes sur ses genoux pour cacher sa nervosité. À côté de lui, Amélie Leroy projetait un calme professionnel, bien que la tension dans ses yeux trahît sa propre appréhension. « Monsieur Dubois, » commença le juge en ajustant ses lunettes, « je dois dire que c'est un cas assez inhabituel. 4 frères et sœurs, tous trouvés par hasard et recueillis par un homme d'affaires célibataire sans expérience parentale préalable. » Jean-Luc déglutit difficilement, sentant le poids du regard scrutateur du juge. « Je comprends que cela semble étrange, votre honneur, mais... » Cependant, continua le juge, un léger sourire apparaissant, après avoir examiné attentivement les rapports de mademoiselle Leroy et considéré le bien-être des enfants, je suis enclin à accorder la garde temporaire. Le soulagement inonda Jean-Luc, presque tangible. Il laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Merci, votre honneur. » Amélie intervint doucement. « Je vous assure, Monsieur Dubois est pleinement engagé dans le bien-être des enfants. » En quittant le palais de justice, Jean-Luc se tourna vers Amélie, les yeux brillants d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier, Amélie. Sans toi. » Amélie leva la main pour l'arrêter. « Souviens-toi, Jean-Luc, ce n'est que le début. Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Jean-Luc hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Je sais, et je suis prêt à faire face à tous les défis. » Dans les semaines qui suivirent, la vie de Jean-Luc devint un tourbillon d'activités. Entre les réunions d'affaires et les conférences téléphoniques, il naviguait maintenant dans un tout nouveau monde de responsabilité parentale. Le premier jour d'école de Camille et Léa fut une montagne russe d'émotions. Se tenant la main, elles regardaient nerveusement le grand bâtiment de l'école. « Et si les autres enfants ne nous aiment pas ?» chuchota Léa, sa voix tremblant légèrement.
Jean-Luc s'agenouilla, rencontrant les yeux des filles. « Et, regardez-moi, vous êtes toutes les deux incroyables, intelligentes et gentilles. Les autres enfants vous adoreront. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, je serai là pour venir vous chercher à la fin de la journée. » Camille sourit timidement. « Promis, papa ?» Le cœur de Jean-Luc manqua un battement en entendant Camille l'appeler « papa ». C'était la première fois que l'une des jumelles utilisait ce mot. Il déglutit pour faire passer la boule dans sa gorge. « Promis, ma chérie. Maintenant, allez montrer au monde à quel point vous êtes merveilleuse. » En regardant les jumelles entrer dans l'école, main dans la main, la tête haute, Jean-Luc ressentit un mélange de fierté et de peur. Elles grandissaient si vite, affrontant le monde avec un courage qu'il ne pouvait qu'admirer. Les rendez-vous chez le médecin étaient un autre obstacle. Antoine, en particulier, avait une peur profonde des médecins, un vestige de ses expériences traumatisantes après l'accident. « Je ne veux pas y aller », murmura Antoine, se cachant derrière Jean-Luc alors qu'ils attendèrent dans le hall. Jean-Luc s'accroupit, rencontrant le regard du garçon. « Antoine, tu te souviens quand on a joué au football et que tu avais peur de taper dans le ballon? Mais tu as essayé et ça s'est avéré amusant. » Antoine hocha lentement la tête. « Eh bien, parfois, nous devons affronter nos peurs pour découvrir qu'elles ne sont pas aussi effrayantes qu'on le pense. Et je serai là, avec toi, tout le temps. Que dirais-tu d'être courageux ensemble ?» Un petit sourire se forma sur le visage d'Antoine. « D'accord, papa Jean-Luc, on sera courageux ensemble. » Encore une fois, ce mot, « papa », prit Jean-Luc par surprise, remplissant son cœur d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir. C'est lors d'une promenade dans le parc, quelques semaines plus tard, que le moment que Jean-Luc redoutait et anticipait à la fois arriva enfin. Camille et Léa couraient devant, riant et jouant, quand Camille trébucha et tomba. « Papa !» cria-t-elle instinctivement. « Papa, je me suis fait mal au genou !» Jean-Luc se précipita, le cœur battant, non pas à cause de la course, mais en entendant Camille l'appeler papa, si naturellement. Il la prit dans ses bras, examinant la petite éraflure sur son genou. « C'est bon, ma chérie, » murmura-t-il, déposant un léger baiser sur la blessure. « Ça va vite aller mieux. » Camille le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. « Je t'aime, papa, » chuchota-t-elle. Les larmes piquèrent les yeux de Jean-Luc. « Je t'aime aussi, ma petite, » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. À cet instant, jetant un coup d'œil à Léa qui regardait la scène avec de grands yeux inquiets, à Antoine qui tenait la main de Sophie pendant qu'elle faisait des pas hésitants sur l'herbe, Jean-Luc sentit tout le poids de sa responsabilité et de son amour pour ses enfants. Mais le bonheur de ce moment fut brutalement interrompu quelques jours plus tard. Chloé réapparut, son expression un mélange de triomphe et de dédain. « Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc » chanta-t-elle en entrant dans son bureau sans frapper. « Je vois que tu t'en sors très bien, jouant le rôle du père dévoué. » Jean-Luc sentit son sang se glacer. « Que veux-tu, Chloé ?» Elle sourit, un sourire froid et calculateur. « Oh, je pensais qu'on avait réglé ça. Je veux mon travail, avec une augmentation substantielle, bien sûr. Peut-être un siège au conseil d'administration. » Jean-Luc la foudroya du regard, sentant la colère monter. « C'est du chantage, Chloé. Appelle ça comme tu veux, » haussa-t-elle les épaules. « Mais pense aux conséquences si je décide de partager certaines informations avec les autorités, ou pire, avec les enfants. » La simple mention des enfants fit se lever brusquement Jean-Luc, ses mains tremblant de rage et de peur. « Laisse-les en dehors de ça, Chloé. Ils sont innocents. Alors je te suggère de satisfaire mes exigences, » répondit froidement Chloé. « Tu as 48 heures pour décider, Jean-Luc. Choisis judicieusement. » Après le départ de Chloé, Jean-Luc s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. La peur de perdre les enfants, de les voir le regarder avec haine et déception, était presque paralysante. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Jean-Luc se tenait dans le couloir, fixant les chambres silencieuses. L'idée de leur dire la vérité, de détruire potentiellement la confiance et l'amour qu'ils avaient reconstruits, était terrifiante. Mais l'alternative, les laisser l'apprendre de quelqu'un d'autre, d'une manière cruelle et impersonnelle, était tout aussi insupportable.
Avec un lourd soupir, Jean-Luc prit son téléphone et composa un numéro familier. « Amélie, nous devons parler. Je crois qu'il est temps de dire la vérité aux enfants. » De l'autre côté, Amélie resta silencieuse un instant avant de répondre doucement. « En es-tu sûr, Jean-Luc ? Une fois que tu leur auras dit, il n'y aura pas de retour en arrière. » Jean-Luc jeta un nouveau coup d'œil aux chambres des enfants, le cœur lourd mais résolu. « J'en suis sûr. Ils méritent de savoir. Et ils méritent de l'entendre de ma part. » En raccrochant, Jean-Luc ressentit un mélange d'effroi et de soulagement. La route à venir serait douloureuse, peut-être dévastatrice, mais il savait que c'était le bon chemin. Demain serait un nouveau jour, un jour de vérité douloureuse et, espérons-le, de pardon et de compréhension. Jean-Luc se prépara pour la conversation la plus difficile de sa vie, priant pour que l'amour qu'ils avaient construit soit assez fort pour endurer même cette révélation. Avec un dernier regard sur les chambres silencieuses, Jean-Luc chuchota une promesse aux enfants endormis. « Quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Toujours. » Et sur ce, il se retira dans sa propre chambre pour une nuit de sommeil agité, hanté par les rêves de ce que l'aube apporterait. Le jardin du Luxembourg était vibrant en ce samedi après-midi ensoleillé. Des ballons colorés dansaient dans la douce brise, et les rires d'enfants emplissaient l'air. Jean-Luc regardait avec un sourire doux amer Camille et Léa, vêtus de robes d'anniversaire assorties, courir avec leurs nouveaux camarades de classe. 6 ans. 6 ans depuis cette nuit fatidique, et les voilà célébrant leur 10e anniversaire dans le même parc où tout avait changé. L'ironie n'échappa pas à Jean-Luc, qui sentait le poids de la vérité peser sur sa poitrine à chaque respiration. Amélie s'approcha, portant la petite Sophie. « Ça va, Jean-Luc ? Tu as l'air tendu. » Jean-Luc força un sourire. « Je vais bien. Juste. En train de penser. » Amélie hocha la tête, d'un air entendu. « Tu prévois toujours de leur dire aujourd'hui ? » « Oui, » répondit Jean-Luc, sa voix à peine un murmure. « Après la fête, ils méritent ce moment de bonheur. » Le bruit de pas précipités coupa leur conversation. C'était Antoine, courant vers eux, les yeux écarquillés de choc et de confusion. « Papa ? Jean-Luc » haleta-t-il, tenant un morceau de papier froissé. « J'ai trouvé ça près de la poubelle. Ça parle de nous. » Jean-Luc sentit son cœur s'effondrer en voyant ce qu'Antoine tenait, une vieille coupure de journal jauni encore clairement lisible. Le titre criait « Un tragique accident au cœur de Paris laisse un couple mort et 4 enfants orphelins. »« Antoine !» commença Jean-Luc, la voix tremblante. « Je... » Mais Antoine courait déjà vers Camille et Léa, criant leur nom. Jean-Luc et Amélie échangèrent des regards paniqués avant de le suivre. Au moment où ils atteignirent les enfants, Antoine montrait déjà l'article aux jumelles, la voix étranglée par l'émotion. « Regardez, ça parle de nos parents, de l'accident. » Camille et Léa regardèrent le papier, puis Jean-Luc, les larmes remplissant leurs yeux. « Papa ?»« Jean-Luc » demanda Camille, sa voix petite et effrayée. « Qu'est-ce que c'est ?» Jean-Luc sentit le monde s'effondrer autour de lui. Ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu de leur dire. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Les enfants, » dit-il doucement, « je crois qu'on doit parler. Allons faire une promenade. » Lentement, le groupe s'éloigna de la fête, laissant Amélie s'occuper des autres invités. Jean-Luc conduisit les enfants jusqu'à un banc voisin, le même où il avait rencontré les jumelles pour la première fois. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença Jean-Luc, la voix tremblante. « Quelque chose à propos de la nuit où vos parents... La nuit de l'accident. » Les enfants le regardèrent en silence, leurs yeux grands et remplis d'appréhension. Jean-Luc prit une profonde inspiration et commença à raconter la véritable histoire de cette nuit fatidique. Tandis que les mots sortaient, des larmes se mirent à couler sur le visage de Jean-Luc. Il leur parla de son ivresse, du moment de l'impact, de sa panique et de sa fuite lâche. Il parla des années de culpabilité et de remords, des dons anonymes, et de sa recherche désespérée de rédemption. « Quand je vous ai trouvé dans ce parc, sanglota-t-il, c'était comme si le destin me donnait une seconde chance. Une chance de faire ce qui était juste, de prendre soin de vous, comme j'aurais dû le faire depuis le début. » Jean-Luc ferma les yeux,
incapable d'affronter les enfants. Je comprends si vous me détestez maintenant. Si vous voulez partir, je veux seulement que vous sachiez à quel point je vous aime et à quel point je suis désolé pour tout. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Luc se prépara aux cris, aux accusations, peut-être même aux coups. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est ce qui arriva ensuite. Nous savions. La voix douce de Léa brisa le silence. Jean-Luc ouvrit les yeux, choqué. « Quoi ?» Camille hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Dans nos rêves, nous avons toujours vu un homme sortir d'une voiture noire, l'air terrifié. C'était toi, n'est-ce pas ?» Jean-Luc fit un léger signe de tête, incapable de parler. « Au début, on ne comprenait pas, » continua Léa. « Mais plus on passait de temps avec toi, plus ça devenait clair. La façon dont tu nous regardais parfois avec une telle tristesse, comme si tu portais un poids énorme. » Antoine, qui était resté silencieux jusqu'alors, éclata. « Comment as-tu pu ?» cria-t-il, des larmes de colère dans les yeux. « Tu as tué nos parents. Tu t'es enfui et tu nous as laissés seuls. » Jean-Luc baissa la tête, acceptant la fureur d'Antoine. « Tu as raison, Antoine. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Camille se leva et enlaça Antoine. « Antoine, souviens-toi de comment c'était avant de rencontrer papa Jean-Luc. Souviens-toi du foyer, de la peur qu'on avait qu'il nous sépare. » Léa rejoignit l'étreinte. « Papa Jean-Luc a fait une terrible erreur, mais il nous a aussi donné un foyer, une famille. Il nous aime. » Antoine sanglota, sa colère s'apaisant lentement. « Mais nos parents, ils auraient voulu que nous soyons heureux, » dit doucement Camille. « Et nous sommes heureux avec papa Jean-Luc, n'est-ce pas ?» Lentement, Antoine hocha la tête, ses larmes maintenant alimentées par le chagrin plutôt que par la rage. Jean-Luc regarda, stupéfait. Il s'était attendu au rejet, à la haine. Mais voici que ces enfants extraordinaires faisaient preuve d'un niveau de compréhension et de compassion bien au-delà de leur âge. « Vous voulez vraiment rester avec moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les jumelles se tournèrent vers lui, tendant les mains. « Tu es notre papa maintenant, » dit simplement Léa. « Nous t'aimons. » Antoine, toujours accroché à ses sœurs, regarda Jean-Luc avec des yeux pleins d'émotions contradictoires. « Je suis toujours en colère, » admit-il. « Mais je t'aime aussi, papa. » Jean-Luc sentit comme si son cœur allait éclater. Il serra les enfants dans ses bras, pleurant ouvertement. « Je vous aime, » réussit-il à dire entre deux sanglots. « Tellement. Je vous promets que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de votre amour. » Alors qu'il restait dans cette étreinte, le soleil commença à se coucher sur le parc, baignant la scène d'une lumière dorée. De loin, Amélie regardait, les larmes aux yeux. Elle savait que le chemin à venir serait encore difficile. Il y aurait des jours de colère, de chagrin et de questionnement. Mais à cet instant, en voyant Jean-Luc et les enfants liés par le pardon et l'amour, elle sut qu'ils avaient choisi correctement. La vérité était enfin sortie, et bien que douloureuse, elle n'avait pas détruit cette famille improbable. Au contraire, elle semblait l'avoir renforcée, forgeant des liens plus profonds de compréhension et d'amour. Alors que la famille Dubois se levait lentement pour retourner à la fête, Jean-Luc réalisa que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Un voyage de guérison, de pardon et d'un amour qui transcendait les erreurs du passé. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc Dubois sentit le poids de la culpabilité commencer à se lever, remplacé par la promesse d'un avenir plein d'espoir et de rédemption. Le bureau de Jean-Luc était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Il était assis à son bureau, les yeux fixés sur le téléphone, son doigt planant sur le bouton d'appel, tremblant légèrement. Il était temps. Après des jours d'intenses discussions avec Amélie et de longues conversations avec les enfants, Jean-Luc avait décidé que se rendre était la bonne chose à faire. C'était le seul moyen de se racheter vraiment, de montrer aux enfants qu'il est essentiel de faire face aux conséquences de ses actes. Juste au moment où il s'apprêtait à composer, la porte de son bureau s'ouvrit en grand. Amélie se précipita à l'intérieur, à bout de souffle et portant un épais dossier.
« Jean-Luc, attends !» s'exclama-t-elle. « Ne fais rien pour l'instant. J'ai des informations que tu dois voir. » Jean-Luc fronça les sourcils, confus. « Amélie, que se passe-t-il » Amélie s'approcha de son bureau, déversant le contenu du dossier. « J'ai passé les derniers jours à creuser plus profondément dans l'accident. Quelque chose ne collait pas, alors j'ai continué à enquêter. » Elle lui tendit un rapport. « Regarde, c'est le rapport toxicologique de M. Moreau. » Jean-Luc prit le papier, ses yeux le parcourant rapidement. La confusion se transforma en choc. « Ça ne peut pas être vrai. » Amélie hocha la tête solennellement. « Si. M. Moreau conduisait avec un taux d'alcoolémie bien supérieur à la limite légale la nuit de l'accident. » Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais comment? Pourquoi personne n'a mentionné ça avant? Le rapport a été initialement mal classé, expliqua Amélie. Il n'a refait surface que lorsque j'ai commencé à pousser pour obtenir plus d'informations. Elle prit quelques autres documents. Et il y a plus. Des témoins qui n'avaient pas été interrogés au début ont affirmé avoir vu la voiture de M. Moreau faire des embardées peu avant la collision. Jean-Luc se renversa dans son fauteuil, abasourdi. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» Amélie prit un siège, son expression grave. « Ça veut dire, Jean-Luc, que tu n'étais pas le seul fautif cette nuit-là. M. Moreau conduisait également sous l'influence. L'accident s'est produit parce que les deux parties ont fait des erreurs. »« Mais j'ai fui, » chuchota Jean-Luc, sa culpabilité toujours lourde dans sa voix. « Oui, et c'était mal, » acquiesça Amélie. « Mais Jean-Luc, tu n'as pas causé cela seul. Tu as été autant une victime des circonstances que tu étais coupable. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Camille, Léa et Antoine entrèrent, suivis d'une baby-sitter portant la petite Sophie. « Papa Jean-Luc » demanda Camille, l'inquiétude dans la voix. « Tout va bien ?» On a vu Tati Amélie courir et on s'est inquiété. Jean-Luc jeta un coup d'œil à Amélie, incertain. Amélie lui fit un signe de tête pour qu'il continue. « Les enfants, » commença doucement Jean-Luc, « venez ici. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Les enfants se rapprochèrent, leur visage un mélange de curiosité et d'appréhension. Jean-Luc prit une profonde inspiration et, avec l'aide d'Amélie, expliqua les nouvelles découvertes sur cette nuit-là. Alors que la vérité éclatait, le choc et la confusion vacillèrent sur les visages des enfants pour finalement s'installer dans une compréhension douloureuse. Antoine fut le premier à parler, sa voix tremblante. « Alors, notre papa était aussi ivre ?» Jean-Luc hocha tristement la tête. « Oui, Antoine, il semble que nous ayons tous les deux fait la même terrible erreur cette nuit-là. » Camille et Léa échangèrent un regard, une communication silencieuse, passant entre elles. Léa prit la parole ensuite. « Ça ne change pas ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Nos parents sont toujours partis. Mais ça veut dire que ce n'était pas entièrement de ta faute, papa, » termina Camille. Jean-Luc sentit les larmes monter à ses yeux. « J'ai quand même fui. Je les ai quand même laissés. »« Mais tu es revenu pour nous, » l'interrompit Antoine, surprenant tout le monde. « Tu nous as trouvés. Tu nous as donné un foyer. » Les jumelles hochèrent la tête en signe d'accord. Camille s'avança, prenant la main de Jean-Luc. « Nous avions déjà décidé que nous voulions rester avec toi, papa Jean-Luc. Ceci prouve juste que nous avons fait le bon choix. » Léa rejoignit sa sœur. « Tu es notre sauveur, papa Jean-Luc. Notre vrai père maintenant. » Jean-Luc regarda les enfants, le cœur débordant d'émotion. Même Sophie, trop jeune pour bien saisir ce qui se passait, tendit les bras vers lui en souriant. « Vous voulez vraiment rester avec moi, même après tout ça ?» Antoine, qui avait été le plus réservé, s'avança. « Papa Jean-Luc, tu as fait une erreur, notre père biologique aussi. Mais tu as passé les dernières années à essayer de réparer les choses. Tu nous aimes et tu prends soin de nous. C'est ce qui compte maintenant. » Jean-Luc serra les enfants dans ses bras, les larmes coulant librement. « Je vous aime, » chuchota-t-il. « Tellement. Je promets que je passerai chaque jour de ma vie à être le meilleur papa que je puisse être. » Amélie regarda, les larmes montant à ses propres yeux. Elle savait qu'il y avait encore des conséquences légales à affronter. Jean-Luc devrait éventuellement se présenter et un juge devrait démêler les détails de l'accident et de sa fuite.
Mais en regardant cette famille unie, Amélie sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Jean-Luc Dubois n'était pas un méchant. C'était un homme qui avait fait une terrible erreur et qui avait passé des années à essayer de se racheter. Et maintenant, contre toute attente, il avait trouvé la rédemption dans l'amour de ses 4 enfants extraordinaires. « Jean-Luc, dit doucement Amélie, nous devrons encore nous occuper des implications légales. Mais je pense que pour l'instant, tu devrais profiter de ce moment avec ta famille. » Jean-Luc hocha la tête, tenant toujours les enfants près de lui. « Merci, Amélie. Pour tout. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres du bureau, Jean-Luc Dubois serra ses enfants contre lui, reconnaissant pour cette seconde chance inattendue. La route à venir serait encore difficile, mais avec l'amour et la compréhension de ses enfants, il savait qu'il pourrait tout affronter. La vérité complète avait enfin fait surface. Bien que douloureuse, elle apportait non seulement la clarté, mais aussi une chance de guérison et un nouveau départ pour toute la famille Dubois. La lumière du matin inondait les fenêtres du bureau de Jean-Luc, illuminant une scène très différente de la tension qui avait envahi l'espace ces derniers jours. Jean-Luc était assis à son bureau, entouré de piles de papiers et de plans d'architecte, son expression un mélange de détermination et d'espoir. Amélie entra, portant 2 tasses de café. En 2, on dirait que quelqu'un a eu une nuit productive, commenta-t-elle en tendant une tasse à Jean-Luc. Il sourit, acceptant le café avec gratitude. « J'ai à peine pu dormir. Il y a tant à faire, Amélie, tant de vies à changer. » Amélie hocha la tête, ramassant un des papiers sur son bureau. C'était une esquisse pour une nouvelle fondation, la Fondation Nouveau Départ. « C'est incroyable, Jean-Luc. Tu t'engages vraiment dans cette transformation. »« Je le dois, » répondit Jean-Luc, la voix résolue. « J'ai passé des années à accumuler des richesses en ne pensant qu'à moi-même. Maintenant, j'ai la chance de faire une réelle différence dans la vie des enfants qui ont besoin d'aide. Tout comme Camille, Léa, Antoine et Sophie en avaient besoin. » Amélie sourit, sincèrement fière de la transformation dont elle avait été témoin chez Jean-Luc au cours des derniers mois. En parlant des enfants, nous avons une réunion avec l'avocat pour l'adoption cet après-midi. Es-tu prêt ? Jean-Luc prit une profonde inspiration, un mélange de nervosité et d'excitation pétillant dans ses yeux. Plus que prêt. Il est temps de rendre officiel ce que nous savons déjà dans nos cœurs. Ils sont ma famille. Tout au long de la journée, Jean-Luc et Amélie travaillèrent sans relâche sur les détails de la nouvelle fondation et de la procédure d'adoption. Entre les appels téléphoniques et les réunions, Jean-Luc trouva un moment pour visiter le jardin du Luxembourg, l'endroit qui avait changé sa vie à 2 reprises. Debout à l'endroit exact où il avait rencontré les jumelles pour la première fois, Jean-Luc regarda les ouvriers commencer un projet de rénovation. L'ancienne aire de jeu était remplacée par un équipement moderne et sûr, des chemins accessibles étaient en construction et une nouvelle aire de pique-nique prenait forme. « Monsieur Dubois » dit une voix familière derrière lui. Jean-Luc se tourna pour voir Chloé Garcia s'approcher. « Chloé » la salua-t-il, prudent. « Que fais-tu ici » Chloé avait l'air nerveuse, un contraste frappant avec son assurance habituelle. « J'ai entendu parler du projet de rénovation et de la nouvelle fondation. » Jean-Luc hocha la tête, attendant qu'elle continue. « Écoute, Jean-Luc, soupira Chloé. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Ce que j'ai fait, essayer de te faire chanter, était terrible. Mais en voyant comment tu as changé, comment tu utilises ta fortune pour aider les autres, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. » Jean-Luc l'étudia attentivement, remarquant une sincérité authentique dans ses yeux. « Je voulais demander, » continua Chloé, « s'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider. Du bénévolat, n'importe quoi. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais j'aimerais faire partie de quelque chose de plus grand que moi. » Jean-Luc resta silencieux un moment, réfléchissant. Finalement, un petit sourire apparut sur son visage. « Tu sais, Chloé, je crois aux secondes chances. J'en suis la preuve vivante. Si tu veux vraiment t'aider, je suis sûr que nous pouvons te trouver une place à la Fondation. » Le soulagement et la gratitude envahirent les traits de Chloé. « Merci, Jean-Luc, je ne te décevrai pas. » Alors que Chloé s'éloignait pour parler avec le chef de projet,
Jean-Luc ressentit un sentiment de complétude, une autre vie changée, une autre chance de rédemption. Cet après-midi-là, Jean-Luc et Amélie se retrouvèrent au bureau de l'avocat pour l'adoption. Les enfants étaient là aussi, vêtus de leurs plus beaux habits, une excitation et une nervosité égales brillant dans leurs yeux. « Papa Jean-Luc » chuchota Antoine pendant qu'ils attendaient. « Et si quelque chose tourne mal ?» Jean-Luc s'agenouilla devant lui, regardant le garçon dans les yeux. « Antoine, quoi qu'il arrive ici aujourd'hui, toi, tes sœurs et Sophie êtes ma famille. Ça ne changera pas, mais je suis confiant que tout ira bien. » Camille et Léa se rapprochèrent, prenant chacune une des mains de Jean-Luc. « On t'aime, papa, » dit doucement Camille. « Et on veut rester avec toi pour toujours, » ajouta Léa. Jean-Luc sentit son cœur se remplir d'amour. « Je vous aime aussi, mes petits, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Le processus d'adoption fut long et, par moments, émotionnellement éprouvant. Il y eut des moments de doute, des moments de peur. Mais à travers tout cela, Jean-Luc resta inébranlable dans son engagement envers les enfants. Finalement, après des mois d'audience, de visites à domicile et de montagnes de paperasse, le grand jour arriva. Vêtu de son plus beau costume, Jean-Luc se tenait devant le juge, les 4 enfants à ses côtés. « Monsieur Dubois, » commença le juge, un soupçon de sourire sur son visage, après avoir examiné attentivement tous les documents et rapports. « Je suis heureux de vous déclarer le père adoptif légal et officiel de Camille, Léa, Antoine et Sophie Dubois. » La salle d'audience éclata en applaudissements. Jean-Luc, les larmes aux yeux, serra chacun des enfants dans ses bras, le cœur débordant de joie. « On est une vraie famille maintenant, » dit Sophie, sa petite voix débordant d'émotion. « On l'a toujours été, ma chérie, » répondit Jean-Luc, embrassant le sommet de sa tête. Ceci ne fait que rendre officiel ce que nous savions dans nos cœurs depuis le début. Dans les mois qui suivirent, Jean-Luc se consacra à ses projets sociaux. La Fondation Nouveau Départ se développa rapidement, aidant des dizaines d'enfants dans le besoin. Le parc rénové devint un symbole d'espoir et de renouveau pour la communauté. Un après-midi ensoleillé, Jean-Luc était au parc, regardant les enfants jouer sur la nouvelle aire de jeu. Camille et Léa étaient parmi eux, riant et courant avec leurs nouveaux amis. Antoine était assis sur un banc voisin, lisant à un groupe de jeunes enfants, dont Sophie. Amélie s'approcha, souriant à la scène. « Tu as fait ça, Jean-Luc. Regarde toute la joie que tu as apportée. » Jean-Luc secoua la tête humblement. « Non, Amélie, nous avons fait ça. Toi, les enfants, toute l'équipe de la Fondation. Même Chloé a été d'une grande aide. » Il fit une pause, contemplant le ciel clair. « Parfois, je me demande si les parents biologiques des enfants seraient fiers, s'ils approuveraient ce que nous avons fait. » Amélie posa une main réconfortante sur son épaule. « J'en suis certaine, Jean-Luc. Non seulement tu as pris soin de leurs enfants, mais tu aides aussi d'innombrables autres. Tu as transformé une tragédie en quelque chose de beau et de significatif. » Jean-Luc sourit, ressentant une paix qu'il n'aurait jamais cru possible à l'époque. « Merci, Amélie, pour tout. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'oranges et de roses, Jean-Luc appela les enfants. Ensemble, en tant que famille qu'ils étaient devenus, ils rentrèrent chez eux, laissant derrière eux un héritage d'espoir et de renouveau dans le parc qui avait changé leur vie pour toujours. Jean-Luc Dubois, autrefois hanté par la culpabilité et le remords, marchait maintenant la tête haute, entouré de l'amour de sa famille et de la satisfaction de savoir qu'il faisait une différence dans le monde. Il avait reconstruit non seulement sa propre vie, mais aussi d'innombrables autres. Et à cet instant, il savait que quoi que l'avenir lui réserve, ils l'affronteraient ensemble, en famille. 5 ans plus tard, le jardin du Luxembourg brillait sous le soleil du matin. Des tentes blanches et des drapeaux colorés créaient une atmosphère de célébration et d'espoir. Jean-Luc Dubois se tenait à l'événement annuel de la Fondation Nouveau Départ, regardant avec fierté la foule venue de toute la ville. « Papa !» appela Camille en courant vers lui avec un dossier de croquis. « Regarde ce que j'ai fait pour l'exposition d'art des jeunes. » Jean-Luc sourit, admirant ses dessins complexes. À 15 ans, Camille était devenue une artiste prometteuse, ayant déjà remporté plusieurs prix locaux.
À côté d'elle, Léa préparait sa propre série de peintures. Les jumelles, toujours inséparables, mais développant chacune leur style unique. « Incroyable, ma chérie !» la loua-t-il en l'embrassant sur la tête. « Tes parents seraient si fiers. » Léa s'approcha, ajustant le microphone sur sa tablette. « Antoine va commencer son discours, » annonça-t-elle. À 16 ans, Antoine était devenu un conférencier motivateur, partageant des histoires de persévérance et d'espoir avec des étudiants de diverses écoles. Aujourd'hui, il parlerait de résilience et de seconde chance. Sur scène, Antoine commença son discours. « Beaucoup de gens croient que nos erreurs nous définissent, dit-il, la voix forte et confiante. Mais ce sont nos choix après ces erreurs qui montrent qui nous sommes vraiment. » Jean-Luc sentit les larmes lui piquer les yeux, gonflé de fierté pour le jeune homme qu'Antoine était devenu. Un garçon autrefois rempli de peur et de colère, offrant maintenant l'inspiration aux autres. À proximité, Sophie, 6 ans, jouait avec d'autres jeunes bénévoles. Son sourire reflétait celui des jumelles, sa personnalité un délicieux mélange de curiosité et de compassion. Amélie s'approcha, tenant une tasse de café. Au fil des ans, son partenariat avec Jean-Luc avait évolué au-delà des frontières professionnelles. Bien qu'ils ne soient pas un couple officiel, ils étaient sans aucun doute une famille. « Prêt pour la grande ouverture ?» demanda-t-elle en serrant doucement la main de Jean-Luc. Jean-Luc hocha la tête. L'ancien restaurant près du parc avait été complètement transformé en un centre de soutien pour les jeunes sans-abri. Aujourd'hui, ils ouvriraient une nouvelle aile dédiée à l'éducation et aux programmes artistiques pour les adolescents. Pendant la cérémonie d'inauguration, Jean-Luc réfléchit au chemin parcouru. Le dessin original que les jumelles lui avaient autrefois vendu, celui qui avait tout changé, était maintenant accroché, encadré, à l'entrée du centre, un rappel permanent de l'endroit où tout avait commencé. Ce centre, dit Jean-Luc au micro, ne consiste pas seulement à fournir un abri ou de la nourriture. Il s'agit de donner de l'espoir. Il s'agit de montrer à chaque enfant qu'il mérite une seconde chance. Des applaudissements éclatèrent de la foule d'enfants, dont beaucoup étaient des bénéficiaires directs du travail de la Fondation Nouveau Départ. Après l'événement, la famille se rassembla à l'endroit exact où Jean-Luc avait rencontré les jumelles pour la première fois. Un banc en bois, maintenant restauré, se tenait toujours comme un témoin silencieux de leur voyage. « Papa » demanda Sophie, les yeux écarquillés de curiosité, « comment nous as-tu trouvés » Jean-Luc sourit, la rapprochant de lui. « Parfois, ma chérie, la vie nous met exactement là où nous devons être, au moment exact où nous devons y être. » Camille et Léa partagèrent un regard entendu. « Notre dessein, dit doucement Camille, c'est ce qui t'a amené à nous. » Antoine, maintenant plus réfléchi et introspectif, intervint. « Et maintenant, regarde ce que nous avons construit. Combien de vies nous avons touchées. » Jean-Luc regarda autour de lui. Le parc, autrefois témoin de son moment le plus sombre, était devenu un symbole d'espoir et de renouveau. Des enfants jouaient, des familles se promenaient, des bénévoles travaillaient sans relâche. « Tout n'était pas parfait, dit doucement Jean-Luc. J'ai fait de terribles erreurs, mais j'ai appris que l'amour, la compassion et la détermination peuvent transformer même nos moments les plus sombres en lumière. » Amélie l'entoura de ses bras par derrière, ses mains enveloppant celles des enfants. « Vous êtes ma plus grande réussite, » murmura Jean-Luc, « bien plus importante que n'importe quelle affaire que j'ai jamais conclue. » Les jumelles sourirent, Antoine hocha la tête respectueusement, et Sophie frappa dans ses mains de joie. Chloé, maintenant coordinatrice de projet pour la Fondation, regardait de loin, un sourire satisfait sur le visage. Le soleil commença sa descente, peignant le ciel d'oranges et de roses, comme si l'univers lui-même célébrait cette famille improbable, une histoire de rédemption et d'amour. Jean-Luc Dubois, autrefois un homme qui fuyait ses responsabilités, se tenait maintenant entouré du plus grand trésor imaginable, sa famille, et un engagement à continuer d'aider d'autres enfants à trouver leur propre lumière, leur propre chemin. Un nouveau départ. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont été touchés par son histoire. Et ainsi, dans le parc même où tout a commencé, la famille Dubois célébrait la vie, l'amour et les possibilités infinies de la rédemption.